Parmi les saisons qui ne payent pas de mine quand on les regarde de loin en Formule 1, mais qui sont en fait riches en anecdotes et en retournements de situation, il y a 2003. En effet, au premier abord, ce n'est que le 6e titre de Michael Schumacher, et son 4e d'affilée depuis 2000, donc rien de très impressionnant là-dedans, mais en fait 2003 c'est une saison très intéressante et très disputée entre le Kaiser, Kimi Raikkonen chez McLaren et Juan Pablo Montoya, entre autres. La saison a aussi connu son lot de podiums improbables et de records battus. L'un d'eux, et c'est sans doute le plus connu, eh bien c'est le nombre de titres de Schumacher, qui vient alors dépasser le cador qui était Juan Manuel Fangio, mais c'est aussi loin d'être le seul. Entre autres, au Grand Prix de Hongrie cette année-là, le record du plus jeune vainqueur en Grand Prix est battu par un jeune espagnol dont vous avez peut-être entendu, et qui s'appelle Fernando Alonso. Celui-ci avait en effet 22 ans et 26 jours, ce qui avait battu le record jusque-là détenu par quelqu'un d'autre depuis les années... un paquet d'années, hein. Bref, 2003, c'est plein de trucs marquants, singuliers et les deux. Ou les deux, tout simplement. Et il y a un exemple en particulier qui illustre bien cela en Formule 1, je trouve, et c'est une sombre histoire de conditions météo rocambolesques, de règles obscures ou presque de la F1, et d'erreurs de classement quelque peu absurdes. Cette histoire, c'est celle du Grand Prix du Brésil 2003 sur le circuit d'Interlagos. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui parle des anecdotes un peu perchées de la F1, et parfois de trucs plus banals. Le Grand Prix du Brésil 2003, c'est un peu comme un résumé de tout ce qui peut se passer d'inattendu durant un week-end de course des années 2000. On a des précipitations importantes qui changent l'anatomie de la course ainsi que les rapports de force, des stratégies peu conventionnelles qui en résultent, un classement qui peut sembler franchement un peu absurde, même quand on ne connaît pas la période, ou encore des décisions de direction de course si singulières qu'il faut sortir un organigramme de la course tour par tour pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Et encore. Si jamais vous ne connaissez pas déjà le résultat de la course, bon bah déjà n'allez pas tricher en allant chercher sur StatF1 ou Wikipédia ou chez votre marchand de journaux, ça serait con, mais aussi restez jusqu'au bout, parce que je ne vais évidemment révéler le classement qu'à la fin, quand on aura tous eu l'occasion d'un peu halluciner. Mais avant qu'on parle de ça, on doit d'abord parler de la vraie star de la course, le circuit d'Interlagos lui-même. Le circuit d'Interlagos a une longue histoire un peu sordide, comme beaucoup de circuits considérés comme historiques en F1. Il a en effet eu son lot d'accidents graves, et si aucune mort du sport n'y a eu lieu comme à Imola, à Spa ou à Montréal, il a quand même la réputation d'être dangereux. Et en 2003, il a aussi celle d'être mal équipé comme tout. C'est tout ça sans vous mentionner la petitesse du paddock, l'insécurité régnant alors à Sao Paulo, ou encore les vols signalés par les écuries durant les années précédentes, notamment 2001, où ça avait fait couler un paquet d'encre. Histoire de vous dire, j'ai visionné la diffusion TF1 du GP. Bon, mon premier constat c'est que c'est ultra patriotique alors qu'il n'y a plus qu'un Français en piste là, et le second, et plus intéressant, c'est que Jean-Louis Moncey et Jacques Lafitte, oui, ce Jacques Lafitte, font une fixette sur le manque de sécurité et l'irresponsabilité apparente des organisateurs. Notamment, ils trouvent que les secours mettent toujours trop de temps à arriver, et que l'état souvent sale de la piste à l'arrivée de la F1 est inadmissible pour un circuit de Formule 1. Entre autres, à la fin de la diffusion, l'un des commentateurs dit que le circuit est condamné à disparaître du calendrier à cause de tout ça. Eh bien nous sommes plus de 20 ans plus tard, la F1 est maintenant sur Canal+, et Julien Febvreau commande des Grands Prix du Brésil à Interlagos depuis 2013. Cela dit, la piste est toujours aussi sale quand la F1 arrive maintenant au mois d'octobre, ça c'est resté. Bon, bref, le circuit d'Interlagos n'est pas des plus séduisants, et il ne l'a pas été depuis quelques temps quand la F1 y revient pour le second round de la saison 2003. L'ambiance n'est pas aidée par la débâcle autour des lois anti-tabac qui rugit alors contre les sponsors les plus riches de la F1, faut vous dire qu'on est encore à une époque où beaucoup de livrets sont basés sur des cigarettes, et par l'obligation pour la première fois de l'utilisation du Hans, un système alors nouveau qui permet de maintenir la tête du pilote en cas d'important crash, et qui a pour but d'empêcher des graves blessures à la tête comme celle dont avait été victime Mika Häkkinen lors des qualifications du Grand Prix d'Australie 1995. Le souci, c'est que beaucoup de pilotes jugent que le Hans est inconfortable à porter en course, notamment le Rubens Barrichello. Problème pour eux, et notamment Barrichello qui a commencé la saison 2003 sans le porter une seule fois, c'est que le Conseil mondial de l'automobile vient de confirmer que tout pilote qui ne porterait pas le Hans serait d'office exclu de la course et devrait être remplacé par son écurie. Sur le papier, je sais que ça a l'air un peu râleur, un peu comme l'histoire de l'implantation du halo après la mort de Jules Bianchi en 2014, qui avait fait énormément de bruit elle aussi, mais ils avaient un argument pour une fois.
Le premier, c'est ce qui était arrivé au pilote Justin Wilson au Grand Prix de Malaisie, plus tôt dans l'année, où un Hans mal attaché lui avait causé une paralysie des bras en pleine course, quand ça lui avait passé un nerf. Le Hans avait donc des risques qui n'existaient pas sans lui, cette histoire de vous retrouver avec des nerfs d'épaule pincées, hein. Et pour Barrichello en particulier, la raison en fait elle est médicale. Il avait reçu une dispense par la FIA elle-même, parce que le Hans lui faisait mal quand il le portait, et ce à cause d'une petite hernie. La menace de devoir renoncer à la course pour Barrichello est toutefois écartée au moment des essais libres du vendredi matin. Lors de la première séance, en effet, il teste un nouveau Hans qui, lui, ne lui procure aucun inconfort une fois dans son baquet et derrière son volant. Une crise d'évité chez Ferrari, qui avait déjà leur pilote de réserve Felipe Massa de près au cas où leur titulaire ne pouvait pas participer. En parlant de Rubens Barrichello, tiens. En 2003, et ce depuis grosso modo mai 1994, le héros local s'appelle Rubens Barrichello. Il est particulièrement apprécié à Interlagos parce qu'il est né et a grandi dans ce quartier populaire de Sao Paulo, quartier qui a donné son nom au circuit. Depuis qu'il est chez Ferrari, soit depuis 2000, les Brésiliens croient plus que jamais en un retour aux sources, c'est-à-dire un champion du monde brésilien en Formule 1, ce qui n'est pas arrivé depuis Ayrton Senna en 1991. Et c'est pas tout à fait à tort non plus. Parce qu'en plus d'être très bon pilote en F1, en tout cas assez pour être le numéro 2 de Michael Schumacher à Ferrari durant l'horaire de domination, Rubio était aussi le protégé d'Ayrton Senna durant ses premières saisons en F1. Cela dit, comme Senna avant lui, Rubens il galère à gagner son Grand Prix à domicile. On n'a pas vraiment le temps de parler de l'histoire tendue entre Ayrton et son GP national, mais sachez qu'il ne l'a bizarrement gagné qu'à 2 reprises, et la première fois, il est sorti de sa voiture dans un si mauvais état qu'il tenait pas vraiment debout sur le podium. Et ça, c'est Magic, la légende l'icône, dans une voiture dominante. Alors je vous laisse imaginer Rubens dans sa Ferrari qui est certes très compétitive, mais pas encore assez pour faire des tours autour des McLaren. Alors essayez de dompter l'espèce de malédiction qui empêche les pilotes brésiliens de gagner au Brésil, je vous raconte pas. Pourtant, ça part plutôt bien pour Rubens en 2003. C'est en effet lui, et pas Schumi, ou les autres là, hein, qui décroche la pole position le samedi après-midi à l'issue de la séance de qualification. Et également, étant du coin, il est normalement plus au courant que les autres du climat local, et donc mieux préparé que tout le reste à affronter la capricieuse météo brésilienne qui nous aura parfois donné des images franchement frappantes au cours des décennies de ciel bleu ou gris clair soudainement noirci comme lors d'une éclipse, les pluies diluviennes suivant peu après. La course commence sous voiture de sécurité tant la pluie est forte, donc pendant les 8 premiers tours, Barrichello n'a même pas à se soucier d'être dépassé ou non, juste de rester en piste. Lorsqu'elle quitte la piste, par contre, il est dépassé par la McLaren de David Coulthard, lui-même vite dépassé par son coéquipier Kimi Raikkonen. Les deux pilotes McLaren vont ensuite un peu s'échanger la tête, jusqu'à ce que Coulthard reprenne finalement contrôle de la course. Pendant la majorité de la course, après 2 nouvelles neutralisations dont on aura l'occasion de reparler, Barrichello se bat pour récupérer la première place. Au 44e tour, il y parvient enfin, dépassant pour de bon l'Écossais, qui est parti au large dans les S de Senna. L'enthousiasme redouble dans les tribunes d'Interlagos malgré la météo. 3 tours plus tard, cependant, c'est le drame. Rubens s'arrête sur le bas-côté. La cause, un problème de distribution d'essence insoupçonné au départ, qui lui a causé une panne sèche au pire moment. Il ne pourra pas rejoindre son stand, et de toute façon le problème est terminal. C'en est fini des espoirs d'une nouvelle victoire brésilienne en terre natale. Évidemment, dans les tribunes, la clim est totale. Rubens s'assoit dans l'air pour se morfondre, puis rentre à son stand désappointé. Le rêve lui glisse encore des mains alors que la course était déjà dans sa seconde moitié, voire son dernier tiers. Le public vient de voir leur chouchou perdre la course sur un truc nul et à peine explicable. Pour les Brésiliens présents au circuit, l'ambiance vient clairement de changer, et pour Ferrari, c'est à peine mieux, vu qu'ils n'ont plus de pilote en course. Ah oui, parce que oui, Rubens a toutes les raisons du monde d'être maussade à l'issue de son week-end de course. Et il est très loin d'être le seul. S'il est possiblement le plus malchanceux d'entre eux, il s'en sort finalement très bien. En tout cas par rapport à d'autres de ses congénères. Dont son propre coéquipier. Les problèmes mécaniques, comme celui qui a frappé Rubens Barrichello, sont en fait une minorité sur la grille en ce dimanche mouvementé. En effet, la majorité des abandons durant la course ne sont pas dus à la mécanique défaillante ou au souci d'essence, mais au phénomène dénommé aquaplaning. Vous le connaissez si vous avez une voiture, vous le connaissez aussi même si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de voiture, c'est ce qu'il se passe quand vos pneus n'ont plus assez d'adhérence sur piste mouillée et que la voiture vous échappe complètement. En F1 comme sur route de campagne, ça arrive quand l'eau s'accumule trop, et le principal danger, c'est que la voiture finisse dans le mur ou dans le fossé.
l'aquaplaning est un des plus grands dangers des courses sous pluie en F1, avec le manque de visibilité, et les deux ont pour point commun de piéger même les plus grands. Parce que oui, parmi les victimes des conditions météorologiques, il y a Michael Schumacher. Le champion du monde en titre se fait sortir au 27e tour par un gros aquaplaning, direction le mur, et c'est là où ça s'arrête. Il manque au passage de se manger la grue venue débarrasser les carcasses des monoplaces de Juan Pablo Montoya et Antonio Pizzonia, qui scie un peu avant dans la course. Mais qu'est-ce qui a pu emporter Schumi? Après tout, on a quand même un quintuple champion du monde ici, hein. Eh bien pour lui, comme pour Montoya et Pizzonia, il s'agit d'un fil d'eau à la Curva do Sol, le 3e virage. C'est la partie la plus humide du circuit en ce dimanche fort pluvieux, où une sorte de rivière piège un peu tout le monde vu la faible visibilité d'une course sous forte pluie, où les pneus rainurés sont de sortie. Le virage est responsable pour la majorité des abandons de la course, les 3/4 d'entre eux même, et tous ces abandons, ou presque, sont dus à l'aquaplaning très important dans cette section du circuit. C'est sans mentionner tous ceux qui ont manqué d'y être pris au piège, mais n'ont pas totalement été, comme Mark Webber. La voiture de sécurité intervient d'ailleurs pas moins de 3 fois durant la course. La première fois était pour le départ sous la pluie, la deuxième au tour pour aller récupérer les carcasses des bagnoles en piste, et la troisième est pareil, mais au 27e tour, et ça à cause de Schumi. Enfin, lui et les conditions en piste, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai menti, il y a une 4e phase de voiture de sécurité, cette fois parce que c'est Jenson Button qui est parti en aquaplaning au tour 33. La BR finissant comme toutes les autres voitures tuées par la Curva do Sol, c'est-à-dire dans le muret. Il n'est que le 9e pilote à abandonner après tout, et on n'est même pas à la moitié de la course, bon ça va, tout va bien. Officiellement, seuls 8 pilotes finissent la course. Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, David Coulthard, Heinz Harald Frentzen, Jacques Villeneuve, Ralf Schumacher, et enfin Ryan Trulli. Pour vous dire à quel point c'est absolument ridicule, dites-vous qu'ils étaient 20 au départ, et surtout que tous les pilotes ayant fini ont reçu des points. C'est pas vraiment censé se produire, on va dire. Et si j'ai dit officiellement, c'est parce que le classement de cette course est un bordel monstre. Lancé pour 71 tours, le Grand Prix du Brésil 2003 n'en fera que 54. D'habitude, quand vous voyez des comptes de tours réduits ainsi, c'est à cause de la pluie, et franchement, vu la tronche de ce GP, vous pourriez croire qu'elle a rejoint des pépites comme le GP d'Australie 1991, qui a duré un grand total de 15 tours avant que les conditions en piste complètement pourries à Melbourne, à Adélaïde, annulent la course. Pourtant, si vous allez sur StatF1 ou tout site du genre, vous verrez peut-être qu'Interlagos 2003 a été stoppé à cause d'un accident. La dénomination a le mérite de surprendre vu que les horreurs comme les premiers tours du tristement célèbre Grand Prix de Saint-Marin 94 n'ont pas arrêté la course. Mais oui, la course a bien été interrompue pour accident. Voyons comment ça se fait. On a laissé la course plus ou moins quand Rubio a perdu la course sur panne sèche, soit au 47e tour. Il nous reste donc les 7 derniers tours à voir ensemble, parce que oui, il nous reste en fait fort peu de la course à voir. David Coulthard a depuis repris la tête de la course, suivi de Kimi Raikkonen et Giancarlo Fisichella. Un peu plus loin, ça s'alterne au fil des arrêts au stand et des dépassements entre le reste des pilotes. Mais le seul qu'on va retenir, c'est Fernando Alonso, qui grignote les places de Ralf Schumacher et Jarno Trulli pour atteindre la 4e position. Au 52e tour, David Coulthard rentre au stand pour changer de pneus et surtout ravitailler en carburant, laissant alors son coéquipier prendre la tête du Grand Prix. Ce sera le dernier tour normal de la course, qui s'apprête à connaître le pandémonium. Piégée par une piste sale et mouillée, la Jaguar de Mark Webber va en effet en aquaplaning et percute le muret des stands. La voiture tournoie comme une toupie, toutes les roues se détachent, des pneus sautent de partout, et la voiture finit par glisser le long du muret, son pilote secoué, mais intact. En toute logique, les drapeaux jaunes sont levés pour signaler la présence d'un obstacle en piste. S'attendant aussi à ce qu'une voiture de sécurité soit déployée pour neutraliser la course le temps de déblayer la route et retirer la carcasse de la Jaguar, 2 écuries choisissent de faire entrer leur pilote au stand. McLaren rappelle Raikkonen et Jordan rappelle Fisichella. Ainsi, dès le 53e tour, Raikkonen change de pneu et ravitaille en carburant, et Fisichella suivra au tour suivant. C'est juste après ça que, distrait par une communication radio sur un potentiel arrêt au puits pour lui aussi, Alonso ne semble pas voir les débris de voitures et autres pneus sur la piste, encore moins les drapeaux jaunes secoués le long du circuit, et vient percuter une des roues perdues de la Jaguar. A son tour, sa Renault part en toupie, percute violemment le pneu près de l'entrée des stands, rebondit pour aller percuter le mur en béton de l'autre côté du tarmac, et vient finalement s'arrêter en pleine piste, tout ça pour glisser jusqu'au mur de béton susnommé.
La voiture, privée de toutes ses roues et ressemblant plus à une bébête qu'autre chose, a elle aussi sali la piste de ses pneus et divers morceaux de coque. Cette fois, c'est les drapeaux rouges. La piste est en effet jugée impraticable et il faut dégager le tarmac, et la voiture de sécurité déployée après le crash de Mark Webber ne suffira pas à endiguer le trafic restant. Il est l'heure que tout le monde rentre au stand. D'abord sonné, Alonso arrive ensuite à se sortir de la voiture, mais pas sans difficulté. Il boite assez lourdement, laissant augurer une blessure à la jambe gauche, avant de s'affaisser contre le mur où sa voiture a cogné. Pendant ce temps, chez TF1, on critique, sans doute à juste titre, le retard que les secours prennent pour aider le jeune espagnol. Les médecins finissent quand même par arriver pour examiner Alonso, lui enfilant une minerve et le mettant bientôt sur un brancard, direction d'abord le centre médical du circuit, puis, on s'en doute déjà, l'hôpital. Après à peine quelques minutes, les écuries commencent à comprendre ce qui va bientôt se passer, c'est-à-dire que la course va être arrêtée parce que la majorité de la distance initialement prévue a été effectuée et commence alors à se préparer. C'est sans mentionner l'état du pauvre Fernando qui ne partira pas de la piste tout seul, et le protocole pour l'amener à l'infirmerie du circuit prendra du temps qu'ils n'ont sans doute plus. La course ne reprendra donc pas. Chez Jordan, on fait la teuf parce qu'on a bien compris que si ça reste ainsi, ils ont gagné puisque Fisichella était en tête de la course au moment où le classement était figé. Les mécaniciens sautent donc de joie, voyant déjà leur 4ème victoire en Formule 1, 4 ans après la dernière. D'ailleurs, il serait temps, quelques minutes après l'arrivée des drapeaux rouges, la Jordan de Fisichella prend feu. L'ambiance est un peu étrange, d'ailleurs, comme le dira Pierre Van Nitz sur TF1. Bien sûr, on va s'attarder sur les images de Giancarlo Fisichella parce que c'est quand même une belle victoire. A priori, on a un petit peu rassuré tout de même sur l'état de santé de Fernando Alonso. On espère que, bien sûr, il n'y a rien de grave pour le pilote espagnol, mais il faut quand même laisser parler cette joie. C'est un contraste énorme, c'est un peu difficile d'ailleurs à commenter, mais Giancarlo Fisichella qui s'impose, sa première victoire en Grand Prix pour la 200e de Jordan. L'alternance entre des images des Stan Jones sautant de bonheur et celle d'une ambulance dans laquelle on embarque un brancard est bien dur à commenter en effet. Et le pire, c'est que ça s'apprête encore plus difficile à commenter pour tout le monde. Parce qu'en quelques minutes après la levée du drapeau rouge, l'annonce officielle est faite. La course se termine ici et c'est Kimi Raikkonen et McLaren qui remportent la course. Ah bon? Les Britanniques sont tous contents, Kimi est peu expressif sous son casque, et tout le garage Jordan fustige, déçu, en colère, floué même. Ils ne comprennent pas ce jugement. Mais pourquoi? Pourquoi avoir célébré si McLaren a gagné? Et même, est-ce que McLaren a vraiment gagné? Il y a comme un problème avec ce podium. Enfin, du moins, c'est ce que dit Eddie Jordan, principal d'écurie de Jordan, et ce n'est pas son pilote qui va aller contre ça. Pour prendre ça, et aussi l'interruption finale de la course, il faut parler d'une règle qui n'a pas été utilisée en F1 depuis un petit moment, la règle des 75%. Cette règle détermine à quel stade un Grand Prix peut être interrompu, ce qui comprend entre autres si les points doivent être donnés à moitié ou dans leur entièreté. Comme son nom l'indique, ces points sont donnés si 75% ou plus des tours initialement prévus sont franchis. Histoire de vous filer un exemple ou deux, le plus connu aujourd'hui des GP de la catégorie pathétiquement court et organisé est le fiasco qui était le Grand Prix de Belgique 2021, qui a vu les pilotes faire un grand total de 4 tours, tous sous safety car, et a donné la moitié des points, parce que bon, c'était littéralement un 11e de la durée prévue, donc forcément ils allaient pas remettre tous les points. Sinon, sachez que c'est encore aujourd'hui le dernier podium de Williams en Formule 1, vu que George Russell avait réussi à foutre sa tondeuse à gazon de monoplace en 2ème place sur la grille de départ quand même. J'ai regardé, j'ai toujours pas compris comment elle a fait non plus. Par contre, pour vous citer un autre Grand Prix de Belgique pour vous représenter le bordel, à Zolder en 1981, le Grand Prix dure 55 tours au lieu de 70, en grosse partie à cause d'un horrible accident au départ qui coûte la vie du mécanicien Giovanni Amadeo et a manqué de prendre celle de Dave Luckett, un autre mécano. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais cette interruption est en fait improvisée par les pilotes et était l'initiative de Didier Pironi. Parce que bon, entre la piste obstruée, les problèmes de sécurité dans les stands dont tout le monde se plaignait depuis le début du week-end et peu importe que c'était quoi cet énième drame humain, c'était stop. Finalement, au 55e tour, la course est de toute façon stoppée pour de bon par une très grosse averse bien typique de la Belgique flamande. Mais voilà, comme 55 c'est plus que les 3/4 de 70, tous les points sont donnés aussi premiers, et le podium pue bien forcément la tragédie, suffit de voir la tête de Carlos Reutemann dessus. Je parlais de quoi moi déjà? La règle des 75% au Brésil en 2003, on s'est un peu perdu je vous reconnais. La règle des 75% en fait une seconde fonction,
et c'est celle de terminer quel tour est pris en compte pour établir le classement final. Ce n'est en effet pas le dernier tour disputé, pour des raisons que je ne connais franchement pas. Non, à la place, c'est l'avant-dernier tour avant l'interruption qui est prise en compte. Dans notre cas, c'est le classement au 54e tour qui doit être pris en compte, et non le 55e. Le souci avec ce tour, c'est que notre ami Giancarlo est rentré au puits, et il s'agit de savoir s'il y était déjà ou non au moment où le classement était figé. Les commissaires de course tranchent en la faveur de Kimi Raikkonen, et ce alors que l'écurie célébrait déjà une bien improbable victoire. Il semblerait donc que c'eût été une erreur de l'équipe irlandaise. Dommage. Pour eux, c'est évidemment une injustice, et la direction de course se serait tout simplement trompée sur le classement. À vrai dire, ils ne sont pas les seuls à le penser. Si vous regardez la diffusion anglaise du GP, Martin Brundle et son co-commentateur sont étonnés du classement, étant persuadés après calcul que la victoire aurait dû revenir à Fisico. Bref, c'est un peu le bazar, mais même quand un commissaire semble avoir tort, sa décision est retenue. Et Jordan n'ont plus qu'à ravaler leur somme pour aller sur le podium. La consolation semble bien masse. Ah, et comme si ça ne suffisait pas, la coupure qui a fait couler toute cette encre a une conséquence un peu singulière à voir. Alors c'est bien gentil ces histoires de mauvais classements et de drapeaux rouges, mais en attendant on a un podium à célébrer. Et c'est ça la conséquence singulière à voir parce que voici le podium en question. Sur votre gauche, Giancarlo Fisichella qui trempe dans la frustration de voir sa première victoire lui glisser sous le nez pour une question de classement. Au centre, Kimi Raikkonen au plus souriant de sa carrière, tout content d'avoir cette victoire complètement imprévue. Et à votre droite, la bouteille de champagne de Fernando Alonso. Pas Fernando Alonso, sa bouteille de champagne. On ne voit jamais d'emplacement vide sur le podium. Et pour cause, il faut un croisement de circonstances extrêmement rares pour que ça se produise. Là, si on en a un, c'est parce que le pilote a été incapable de se rendre à la cérémonie de podium, tout en ayant pu finir la course dans les 3 premiers, et autant vous dire qu'il n'existe quasiment aucun cas comme celui de Fernando à Interlagos en 2003. Eh bien oui, d'habitude, si vous ne pouvez pas monter sur le podium, c'est que vous avez fini dans le mur, et si vous finissez dans le mur, dur de faire 3ème ou mieux. L'ambiance n'est pas spécialement festive, on va dire. Kimi sourit à pleines dents et salue ses mécanos postés en bas, mais Giancarlo essaie probablement de tuer la direction de course qui lui a volé sa victoire avec son regard. Le trophée de la 3ème place n'est évidemment pas remis puisqu'il n'y a personne à qui le remettre, et même après ça, les deux Gugus présents s'aspergent à peine de champagne avant de se barrer de là, la musique festive même pas finie. La conférence de presse qui suit est un peu mieux. La symétrie du podium continue de se faire présente puisque Fernando nous a toujours autant quitté et la tension est palpable. Fisico ne se gêne pas pour exprimer toute sa rancœur par rapport au résultat, disant texto qu'il aurait dû être déclaré gagnant. Forcément, à côté, Kimi nous sert son meilleur sourire et ses traditionnelles phrases laconiques. Une tradition finlandaise qu'il perpétue depuis le départ de Mika Häkkinen. Cela dit, les deux pensent bien à exprimer leur souhait de bon rétablissement pour Fernando, qui n'aura pas non plus l'occasion de glisser quelques mots en espagnol à ses fans au pays. Bref, une course pas banale qui finit de façon pas banale. Encore une des annales de la F1. En partie parce qu'elle fait partie de ces rares courses à avoir connu des péripéties même après que le cirque soit parti du circuit. Le 8 avril au matin, alors qu'il revient de Londres, le directeur de course Charles Whiting se dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec les résultats de la course au Brésil, lui aussi, et lance une enquête auprès de Tag Heuer, les chronométreurs officiels de la F1 à ce moment-là. Les résultats de cette enquête sont assez probants pour que le 11 avril, une audience ait lieu à Paris, au siège de la FIA, et que la décision soit changée. Et oui, plot twist! Depuis le début, ce sont Jordan et Fisico qui avaient raison. Parce qu'en effet, les chronométreurs se sont plantés dans le classement. Comment, me demanderez-vous, parce que c'est un peu gros? Eh bien, parce qu'ils se sont trompés dans le tour à prendre en compte. Ils ont en effet pris en compte le 54e tour auquel Fisichella était rentré au stand, au lieu du 53e, ou alors seul Raikkonen était passé au puits. Bref, ils ont pris en compte le mauvais classement, et ils s'en sont rendus compte seulement 3 jours plus tard. Ah bien joué les gars hein. Heureusement, McLaren l'a pas mal pris. Et au Grand Prix suivant, à Imola, Jordan et eux s'échangent le trophée. Giancarlo comme Kimi sourit à pleines dents, échangeant une poignée de main à même le tarmac. Ça aura pris 2 semaines, mais Jordan ont leur 4ème victoire en F1 officialisée. Ça sera la dernière, et comme les 3 autres qui l'ont précédée, elle a été un peu absurde. Cela dit, même par rapport au carambolage à 13 voitures de Spa en 98, ça reste une saveur particulière Imola 2003. C'est une combinaison de tout le reste. Fait statistique un peu rigolo, Jordan ont ainsi remporté leur 200e Grand Prix,
tandis que Fisico a fait de son 10e podium sa première victoire. Côté protagoniste, Schumi sera champion du monde à la fin de la saison, mais pas sans un combat avec les McLaren. Kimi Raikkonen sera champion du monde en 2007, mais avec Ferrari, parce que les McLaren se seront tirés dans les pattes toute la saison durant, et puis il y a eu le Spygate aussi. Fernando Alonso n'a en fait que des bleus aux cuisses et reviendra dès la course à Imola, gagnera sa première course au Hungaroring plus tard dans la saison, et aussi il sera champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault. Renault que rejoindra Giancarlo Fisichella quelques saisons après sa victoire pour Jordan. Jordan qui eux sont rachetés plusieurs fois jusqu'à devenir Aston Martin, où il y a maintenant Fernando Alonso. Malheureusement, Eddie Jordan nous a quittés un peu plus tôt cette année, le 20 mars 2025, quelques jours avant ses 77 ans, emporté par un cancer de la prostate et de la vessie. Son héritage en F1 n'a cependant clairement pas été oublié, malgré les rachats successifs de son écurie depuis 2004, comme l'on a attesté la petite cérémonie en son honneur lors du Grand Prix de Chine, qui était en cours au moment de son décès, ainsi que son nom inscrit sur les flancs des AM25 d'Alonso et de son coéquipier pour la course. Ah, et le Hans! Ah, il est toujours aussi obligatoire, et quelques jours après son accident Interlagos, Fernando Alonso dira que c'est ce dispositif qui a fait qu'il est sorti de là sans trop de grosses blessures, ayant surtout eu des gros hématomes aux cuisses. Ah, comme quoi, ils ont des bonnes idées des fois, la FIA.